J'ai mené tant de batailles, tant de conflits pour la survie de domaines que d'aucuns qualifieraient d'insignifiants. Et ils n'auraient pas tout à fait tort. Que savons-nous des champs de bataille abandonnés? Des ruines, des cadavres. Combien ont été repris par l'ennemi après notre départ, sans que nous le sachions? Ce n'est pas futile, c'est notre devoir. Un devoir sans répit, sauf dans la mort. Je porte la condamnation de mes frères, quels que soient mes choix. À vrai dire, nous sommes condamnés à court terme, que ceci soit bon ou mauvais. Chaque décision prélève inévitablement son dû, toujours. La seule question est, combien cela nous coûtera-t-il? L'homme utilise ses traumatismes pour tenter de se protéger, mais, comme la peur excisée de nos esprits, c'est une faiblesse que je dois écraser. On dit que nous ignorons la peur. Ceux qui disent cela n'ont jamais perdu un frère, un parent, un être cher. La peur existe en nous, différente de celle des mortels. Mais elle pousse Anastartès à prendre de mauvaises décisions pour sauver ce qu'il reste de ses frères. Pourtant, des deux maux, je choisis toujours le moindre. Nous sommes une part de l'humanité, sans en faire vraiment partie. Nous nous nommons seigneurs ou paladins. Pourtant, nous ne sommes que de pauvres chevaliers errants. Rien dont tirer fierté, si ce n'est le devoir et l'empereur. Sous son regard, nous ne sommes que des hommes. Et pourtant, à mes yeux, cela fait de nous bien plus que des chevaliers errants. Ne trouvez-vous pas ? Les Astartes, les anges de la mort, les Space Marines. Leur épopée glorieuse résonne à travers les éthers, récit tantôt pour rassurer les fidèles, tantôt pour semer l'effroi parmi les hérétiques. Pour la plupart, ils ne sont que des légendes lointaines, des mythes oubliés ou des contes pour enfants. En effet, la rareté des rencontres avec un Space Marine contraste avec l'immensité de l'Imperium. Ce n'est que lorsque les tambours de guerre résonnent et que l'ombre de la bataille s'étend, que l'homme ordinaire peut entrevoir ne serait-ce qu'une fois la silhouette imposante d'un Astartès ou lui adresser la parole. Les Space Marines, gardiens de l'humanité depuis près de 10 000 ans, sont les descendants des chapitres de la première fondation. Les anciennes légions Astartes qui ont combattu sous les ordres de l'empereur et de ses primarques durant la grande croisade et l'hérésie d'Horus. Ils incarnent l'apex de la force guerrière de l'Imperium. Des êtres génétiquement perfectionnés, surpassant de loin les capacités des hommes ordinaires. Leurs corps ont en effet été forgés pour la guerre, élevés au-delà de la condition humaine, plus grands, plus forts, plus résistants et plus habiles que toute autre créature. Leur équipement est vénéré, chaque arme, chaque pièce d'armure portant les cicatrices de bataille glorieuses, gravées de caractères calligraphiés, témoignant des triomphes remportés sur les champs de bataille de l'Imperium.
Les chapitres de l'Adeptus Astartes, descendants des 9 primarques loyaux à l'empereur, portent en eux l'héritage génétique de leur grandeur passée, tandis que le génogerme de leurs frères déchus gît scellé, perdu ou détruit dans les annales de l'histoire. Certains chapitres demeurent néanmoins dans l'ombre de leurs origines, ignorant leurs racines, tandis que d'autres vénèrent leurs ancêtres supposés avec une dévotion quasi religieuse. Nombreux sont en effet ceux qui perpétuent les traits distinctifs de leur père, reproduisant les méthodes et les traditions de leur légendaire légion. Pourtant, certains chapitres ont évolué au fil du temps, forgeant leur propre histoire éloignée des ombres du passé. Chaque chapitre forme une force de combat autonome, équipée de ses propres vaisseaux spatiaux et prête à répondre instantanément à toute menace pesant sur l'Imperium et ses sujets. Fiers de leur héritage et de leurs exploits, les chapitres arborent avec fierté leurs couleurs et leurs insignes, symboles gravés dans le métal de leurs armures, ornant leurs véhicules et flottant sur leurs bannières déployées au vent de la guerre. Chaque Space Marine est un héros en soi, capable d'exploits qui nourrissent les légendes et les mythes de l'Imperium. Toutefois, les seigneurs de guerre qui dirigent les chapitres sont quant à eux des figures encore plus extraordinaires. Leur victoire résonne à travers les âges, inspirant les frères de bataille et les menant à la victoire face à n'importe quel ennemi. Que cela soit par la voix tonitruante d'un chapelain, les gestes guérisseurs d'un apothicaire ou la détermination implacable d'un maître de chapitre, ces leaders illustres galvanisent leurs troupes et anéantissent l'adversité sur le champ de bataille. Des chants de haine retentissent, tandis que les éclairs de feu psychique zèbrent l'air, et les seigneurs de chapitre, incarnation vivante de la fureur impériale, mènent leurs troupes au cœur du combat, prêts à sacrifier leur vie afin d'honorer l'empereur et pour que l'humanité puisse survivre. L'Imperium doit son existence aux exploits inégalés des Space Marines. Malgré leur nombre limité, seulement 1 millier de chapitres, chacun composé de 1000 guerriers, ils triomphent des périls par leur courage, leur habileté et leur dévotion inflexible. Tels des éclairs au milieu de la nuit, les Astartes s'abattent au cœur de l'ennemi, luttant sans répit contre une adversité accablante pour assurer la pérennité même de leur espèce. Animés d'une volonté d'acier et d'une foi inébranlable en leur cause, les anges de la mort demeurent stoïques face aux horreurs de la galaxie. Pourtant, ils restent éloignés de ceux qu'ils protègent, ayant à maintes occasions renoncé à leur humanité pour mieux servir. Ils forment ainsi une fraternité de guerriers sans égaux, façonnés pour le combat, entraînés pour la guerre. Des guerriers dévoués à jamais à leur mission sacrée, celle de défendre l'empire galactique le plus vaste, le dernier rempart de l'ordre et de la lumière face aux ténèbres croissantes, l'Imperium de l'humanité. Sans les Space Marines, les fils et les filles de Terra auraient sombré depuis bien longtemps dans l'oubli. Pendant 10 millénaires, l'Adeptus Astartes a combattu sur tous les fronts, affrontant tous les ennemis, repoussant toutes les horreurs de la galaxie. Cela, dans le seul but de protéger les domaines de l'empereur immortel, de sauvegarder son Imperium. Les défenseurs de l'humanité sont innombrables, dispersés aux confins de la Voie lactée, présents sur des millions de champs de bataille. Chaque jour, la conscription équivaut à la population de planètes entières, et même les inflexibles combattants que sont les Astartes donnent leur vie pour que l'Imperium puisse subsister. Ainsi, ce dernier a résisté depuis 10 000 ans, 100 siècles de guerre ininterrompue. Les domaines du maître de l'humanité s'étendent ainsi à travers toute la galaxie, et voilà 10 millénaires qu'il est le bastion de la race humaine. Avec plus d'1 million de mondes et une population innombrable de plusieurs centaines de milliards d'individus, c'est le plus grand de tous les empires galactiques du 41e millénaire. Depuis la Grande Croisade, il est divisé en 5 segmentae majoris, communément appelés segmentum. Le segmentum solar, cœur même de l'Imperium, qui abrite en son centre le berceau de l'humanité, la Sainte Terra. C'est ici que demeure l'immortel empereur, en perpétuelle veille sur son trône d'or. Entourant Terra, les mondes les plus anciens et les plus vénérables du segmentum solar forment le noyau du pouvoir de l'Imperium, où se trouve également Mars la Sacrée, le siège de l'Adeptus Mechanicus. Le segmentum Pacificus, situé à l'ouest du segmentum solar, est connu pour ses zones de stabilité relative et ses routes commerciales vitales. Cependant, il est également le théâtre de guerres incessantes contre les incursions Xénos et les rébellions internes. Les mondes chapitraux de nombreux Space Marines s'y sont établis, défendant avec acharnement cette région stratégique. Le segmentum obscurus au nord-ouest est souvent considéré comme l'un des plus dangereux.
Ces étendues sombres et glaciales abritent des menaces innombrables, y compris les incursions chaotiques provenant de l'œil de la terreur. Les mondes de ce segmentum sont souvent fortifiés et préparés pour des sièges longs et sanglants, servant ainsi de rempart contre les forces du chaos. Le segmentum tempestuus au sud est lui une région de contraste. Ces mondes sont soit des bastions de civilisations florissantes, soit de véritables champs de bataille ravagés par des conflits constants. Ce segmentum est crucial pour les ressources qu'il fournit, mais sa proximité avec des régions inexplorées en fait une cible fréquente pour les invasions xénos et les soulèvements hérétiques. Enfin, le segmentum Ultima est le plus vaste de tous, regroupant presque un tiers du volume galactique. Il est le domaine des explorations sans fin et des guerres interminables. C'est dans cette immensité que l'on retrouve notamment Ultramar, le royaume des ultramarines, un modèle de civilisation et de défense pour l'Imperium. C'est au cœur du segmentum Ultima, là où les étoiles s'effacent dans les ténèbres et où même la lumière de l'Astronomicon peine à percer, que vagabonde une fraternité de guerriers dont la loyauté est aussi inflexible que les fondations des plus anciennes citadelles impériales. Leur résilience semble puiser aux sources mêmes de l'immortalité, défiant les limites du possible jusqu'à frôler l'abîme de la mort. Leur force tire son essence des brasiers ardents de 1000 batailles, des champs de carnage où leur volonté fut trempée telle une lame. Comme l'artisan forgeron plonge le matériau brut de son ouvrage au cœur de la fournaise de sa forge, ces guerriers de l'empereur ont été façonnés par le feu de la guerre, leur détermination modelée dans les flammes de l'adversité. Le brasier de la volonté qui les anime transcende le fer de leur être, les propulsant audacieusement par-delà les limites du possible. Leur détermination se solidifie en une résolution d'acier, imperturbable face aux tempêtes les plus tumultueuses de la galaxie. Ils sont les fers purs, les gardiens silencieux de l'ultime frontière de l'Imperium, se dressant comme des remparts inamovibles contre la corruption et la folie qui rôdent dans les abysses prédateurs du Warp. Leurs âmes sont forgées dans la pureté de la dévotion à l'empereur, et leur destin est entrelacé avec les étoiles elles-mêmes. Ils sont les Iron Purity, les héritiers perdus de Gilliman, portant sur leurs épaules le fardeau de la survie de l'humanité dans un océan d'obscurité et de désolation. Ne vous y trompez pas, car bien que l'histoire passée du chapitre des Iron Purity soit glorieuse pour l'observateur assidu, celui-ci remarquera également qu'elle est aussi régulièrement ponctuée de tristes revers, aussi coûteux que dramatiques. Abondance et richesse ne sont pas des termes appropriés pour qualifier cette fraternité combattante. Que ce soit par de pernicieux caprices du destin ou par la succession d'âpres combats ininterrompus, les Iron Purity souffrent d'une carence permanente de matériel, de véhicules, mais surtout de frères de bataille. Ainsi, alors que les guerriers du chapitre s'avancent vers l'ennemi parés de leurs atours de bataille, les fidèles de l'empereur verront les anges revêtus d'armures recomposées à partir de plusieurs autres modèles anciens et pointant des modèles de bolteurs d'un autre temps, crachant d'antiques munitions sur le Xénos ou l'hérétique. Leur armement, bien que désuet, est entretenu avec un soin méticuleux, chaque arme portant malgré tout les traces de siècles de combats acharnés. Chaque pièce d'armure est un patchwork de réparation, chaque fissure et entaille racontant une histoire de survie contre des adversaires implacables. Leurs rangs, souvent clairsemés, sont composés de vétérans endurcis par des batailles innombrables, chacun d'eux incarnant la résilience et le dévouement absolu à l'empereur.
Les sergents et paladins de fer, marqués par des campagnes interminables, arborent des insignes de commandement forgés dans les feux des conflits, symboles de leur sacrifice et de leur indéfectible loyauté. Et pourtant tout ceci ne ralentit pas les élus du maître de Terra. Qu'importe le nombre, qu'importe l'ennemi, les Iron Purity font face et accusent chaque coup avec constance et la rigueur martiale héritée de leur lignée génétique. Leur détermination est aussi solide que le fer dont ils tirent leur nom. Les cris de guerre des Iron Purity résonnent sur le champ de bataille, leur foi en l'empereur intransigeante malgré les épreuves. Face aux abominations Xénos, aux légions hérétiques et aux horreurs du Warp, les Iron Purity se dressent, fiers et indomptables. Chaque bataille est un témoignage de leur résilience, chaque victoire arrachée une preuve de leur indomptable volonté. Leur existence est un hommage vivant à l'Imperium, une promesse que, malgré la pauvreté de leurs ressources et la rudesse de leurs conditions, les Iron Purity se tiendront toujours comme un rempart contre les ténèbres. Ne craignez pas leur fureur, car elle ne vous est pas destinée, tant que votre loyauté est vouée à l'immortel empereur. Cependant, même les guerriers les plus déterminés de l'Adeptus Astartes ne peuvent être exempts de défauts. Ces guerriers se revendiquant de la lignée de Guilliman peuvent parfois être soumis à d'étranges comportements une fois que le chaos du champ de bataille en réunit les conditions. Tard génétique ou défaut de leur psychoconditionnement, nul ne saurait le dire. Mais une fois enserrés par la multitude de l'ennemi, les fers purs abandonnent toute raison martiale au profit de la brutalité élémentaire du combat rapproché, se satisfaisant d'anéantir le plus d'adversaires avant de connaître la paix de l'empereur. Les alliés du chapitre ne peuvent comprendre. Vous ne pouvez saisir toute la portée de ce qui se passe sous vos yeux. La bataille est perdue, c'est un fait. Vous ne pouvez vous replier avec vos hommes car les hérétiques vous ont encerclé de toutes parts. Il ne vous restait plus qu'à prier pour le salut de votre âme et une mort rapide. Puis, les anges de l'empereur rompent brutalement la ligne en poussant des cris de guerre extatiques sur toutes les fréquences Vox. Perdu pour perdu, vous songez à les imiter, mais quelque chose vous freine. Un détail vous empêche de donner l'ordre. Les guerriers de l'Astartes se dispersent, n'ont aucune coordination, même pour ce qui vous semblait être une dernière charge désespérée. Les bolteurs sont muets et pendent à leurs bandoulières. Les épées tronçonneuses sont au clair, et vous n'entendez plus qu'un seul cri, un cri de guerre destiné à résonner à travers l'Imperium et l'éternité. Pureté de fer, d'acier est notre volonté. Si les guerriers des fers purs ont gagné leur défi jeté à la face du destin, par chance ou par l'intervention favorable de votre Seigneur immortel, vous ne pouvez vous départir de cette gêne, de ce sentiment d'avoir assisté à un spectacle dont il aurait été autrement impossible de témoigner a posteriori. Les autres vous traiteront de menteurs, d'affabulateurs, ou vous penseront simplement victimes de la violence des combats. Mais vous, et les survivants de cette journée, vous savez ce que vous avez vu. Je ne peux vous le cacher, il ne s'agit pas là d'un événement isolé, d'une dérive passagère liée aux vicissitudes de la guerre et de ses théâtres d'opérations uniques. De ce que l'on sait sur le chapitre, le respect absolu de Codex Astartes n'est pas un dogme systématisé parmi les Iron Purity. Avec cela s'accompagnent des déviances organisationnelles mineures, nées d'une obligation d'adaptabilité face aux pénuries courantes de matériel, mais aussi du passé même de l'Imperium et de ses conflits. Car si les guerres sanglantes de l'hérésie d'Horus ont changé à jamais la face de l'Imperium, cela reste d'autant plus vrai pour les guerriers de l'Adeptus Astartes. Ainsi, les fers purs ont longtemps arpenté les franges et confins du Segmentum Ultima pour porter leurs vœux de vengeance éternelle à ceux qui avaient jadis trahi et condamné l'avenir de l'humanité.
Mais cette croisade vengeresse n'est pas sans conséquences. Et encore aujourd'hui, les pertes accumulées, les technologies perdues et les équipements endommagés marquent cruellement le chapitre, comme les profondes cicatrices dessinant une multitude de reliefs sur la carapace de fer des Iron Purity. Le tribut de millénaires de combats ininterrompus est lourd à porter pour un chapitre nomade, ne trouvant le repos que durant de très brèves périodes, le temps de se ravitailler au possible, à l'instar du voyageur dans le désert, s'arrêtant de point d'eau en point d'eau. Cependant, cela ne désigne pas une faiblesse, car c'est dans des conditions aussi précaires que sont forgées les légendes, celles des héros éclairant les ténèbres de leur fanal pour guider les leurs vers de meilleurs auspices. De mémoire d'Iron Purity, nul n'est plus digne de ce titre que celui qui fut connu comme le dernier seigneur du fer et de l'acier. Un guerrier stoïque, ayant sacrifié jusqu'à la confiance que ses propres frères lui vouaient pour assurer l'avenir de sa confrérie. Evander Cestius, ancien seigneur de fer du chapitre, gardien de la relève et maître de l'étoile de rédemption. Un héros méconnu de l'Imperium. Il ne saurait soutenir la comparaison face aux grands noms de l'histoire tels que Marneus Calgar des Ultramarines ou le commandeur Dante des Blood Angels. Non, il n'a jamais bénéficié d'une telle renommée et ne l'a jamais souhaité. Seul le devoir lui importait, et seule la mort met fin au devoir. Evander guida ses frères à travers une époque tourmentée dans des territoires assaillis de toutes parts par le Xénos et l'hérétique. Peu le connaissent en dehors de ses frères de bataille, mais ceux qui ont eu ce privilège marquent tous un temps de silence à l'évocation de son nom, car les mots sont impuissants à exprimer le profond respect qu'il inspire. En apparence froid et calculateur, ses iris ambrés coruscantes trahissaient pourtant le flambeau ardent de sa volonté implacable qui animait son être. Evander Cestius naviguait les étoiles avec une sagesse stratégique inégalée, anticipant les mouvements de l'ennemi et menant ses forces avec une précision chirurgicale. Chaque campagne sous son commandement était un ballet de tactiques soigneusement orchestrées où chaque frère de bataille connaissait son rôle et se battait avec une détermination farouche. Sa mort fut vécue comme un traumatisme mais aussi comme un renouveau pour le chapitre. Le Seigneur de Fer avait accompli son dernier défi avec une vigueur et une force insoupçonnées, détruisant plus d'un tiers de l'host démoniaque qu'il avait embusqué dans un acte de bravoure ultime. Moins d'une minute après son dernier souffle, Hector Adrian, son successeur, le retrouva et le ramena sur la vénérable barge de bataille Redemption Stars. La cérémonie funéraire fut empreinte de solennité et de respect. Le corps d'Evander fut immolé dans les fonderies de l'armorium du vaisseau, un honneur réservé aux plus grands héros des fers purs. Ses frères de bataille se rassemblèrent en silence, leurs têtes inclinées, tandis que les flammes consumaient le corps de leur seigneur défunt, transformant sa chair en cendre, mais son esprit en une légende éternelle. La lueur des flammes reflétées dans leurs yeux témoignait de leur résolution à honorer son héritage, à poursuivre le combat avec la même ardeur et le même dévouement inaltérable. Depuis lors, Evander Cestius reste un symbole de courage et de sacrifice pour les Iron Purity, un phare guidant ses frères de bataille à travers les âges, leur rappelant que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de l'empereur brille éternellement. La disparition du seigneur de fer Evander Cestius fut la perte la plus significative de ce qui fut appelé plus tard la croisade des mondes de Sarbedia. Une campagne titanesque impliquant plusieurs chapitres de l'Adeptus Astartes, de nombreuses forces de l'Astra Militarum, des maisons de chevaliers et des manipules de l'Adeptus Mechanicus. Rebooté Gilliman, primarque ressuscité des Ultramarines et seigneur commandeur de l'Imperium, avait expressément confié la tâche de reconquérir le secteur à Evander Cestius et ses Iron Purity, en le nommant maître de la croisade.
Evander Cestius, fidèle à son devoir, s'attela sans attendre à cette mission colossale. Sa stratégie implacable et sa capacité à inspirer ses troupes furent déterminantes dans les premiers succès de la croisade. Sous son commandement, les forces impériales traversèrent des zones de guerre de plus en plus dangereuses, où les embuscades perfides et les assauts dévastateurs des Xénos et des forces du chaos menaçaient à chaque instant. Cependant, la forte présence ecclésiarchique et inquisitoriale parmi les croisés ne pouvait présager que d'amples complications au cours du conflit. La folie de l'Immaterium, se déversant sans relâche depuis la Cicatrix Maledictum qui sépare désormais la galaxie et l'Imperium en deux, plongea le secteur de Sarbedia dans un océan de corruption, de traîtrise, de folie et de démons impatients de se repaître des âmes des vivants. Les Iron Purity s'illustrèrent à de multiples reprises au cours de ce conflit dévastateur, repoussant les abominations du Warp avec détermination. Pour chaque perte qu'ils subissaient, des milliers d'hérétiques tombaient, mais chaque frère perdu était un coup dur de plus pour le chapitre qui peinait déjà à maintenir ses effectifs. À la mort d'Evander Cestius, les Iron Purity, accablés par le deuil et l'attrition, se mirent en retrait du conflit. Ne prenant plus part de manière active sur chaque front qui s'ouvrait, ils se cantonnèrent à un rôle de soutien et d'assistance logistique à l'échelle de toute la croisade, estimant avoir suffisamment saigné et perdu plus qu'ils ne pouvaient se le permettre. La perte d'Evander, qui avait été le ciment de la bonne tenue de la croisade, laissa un vide béant qu'ils ne pouvaient combler immédiatement. 10 ans plus tard, la croisade se termina finalement sur une victoire en demi-teinte, les forces impériales parvenant à stabiliser le secteur mais à un coût terrifiant. Sarbedia était en ruine, à feu et à sang, et les frères tombés des Iron Purity venaient garnir les nombreuses stèles des halls de fer. Le spectre pernicieux de la morosité s'insinua dans l'esprit de chaque frère du chapitre, leur morale sapée par les pertes et la dévastation qu'ils avaient endurées. Face à ce sombre tableau, le chapitre prit une décision difficile mais nécessaire. Ils quittèrent immédiatement le secteur sans préavis, se dirigeant vers Katorcha, leur seul monde de recrutement récurrent connu. Là-bas, ils espéraient trouver le temps et les recrues nécessaires pour reconstruire leurs forces diminuées. Katorcha, une planète austère et hostile, avait souvent été le creuset dans lequel les Iron Purity forgeaient leurs néophytes les plus prometteurs. Ces terres arides et ces cités rudimentaires offraient les défis nécessaires pour préparer les jeunes recrues aux rigueurs du service dans le chapitre. En arrivant sur place, les Iron Purity se plongèrent dans une intense période de recrutement et d'entraînement déterminés à restaurer leur gloire passée. Les jeunes aspirants triés sur le volet parmi les rudes habitants de la planète furent soumis à des épreuves exténuantes pour prouver leur valeur. Chaque nouvelle recrue devait apprendre à manier les armes du chapitre et à revêtir leurs armures rapiécées, symbole de la résilience de cette fraternité. Les Iron Purity n'exercent aucune autorité sur les mondes de l'Imperium à l'exception de Katorcha, une planète aride nichée au cœur de l'obscure porte sarbédienne. Certains chapitres de l'Adeptus Astartes optent délibérément de ne pas établir une base planétaire, une décision motivée par des considérations tant pratiques que tactiques. Cela leur confère une mobilité inégalée, leur permettant de traverser rapidement un secteur pour affronter les menaces émergentes. Cette flexibilité leur permet d'éviter les sièges prolongés et de choisir leur bataille, réduisant ainsi le risque d'annihilation complète. Une flotte itinérante garantit une sécurité renforcée et une discrétion accrue, rendant sa localisation et ses déplacements difficiles à anticiper. Katorcha, un monde rocheux et inhospitalier, est le foyer de plusieurs tribus primitives dont le niveau technologique se limite à celui de l'âge de fer.
Son champ magnétique étant bien plus faible que celui de Terra, sa surface est exposée au vent solaire de son étoile. La proximité de sa lune, Catorcha Minoris, engendre d'importants effets de marée, provoquant de violentes éruptions volcaniques à certaines périodes de l'année. Ces éruptions projettent d'énormes quantités de roches en fusion jusqu'en orbite haute, un phénomène rendu possible par la faible gravité de la planète. Une fois refroidis dans le vide, ces fragments forment un anneau dense autour de Catorcha, avant d'être inexorablement attirés par l'attraction gravitationnelle de Catorcha Minoris. Ce cycle de vampirisme de son satellite explique l'absence totale d'installations minières sur la planète elle-même. En revanche, la Lune fourmille d'activité de l'Adeptus Mechanicus. Les ressources en minerais sont constamment renouvelées par les pluies de roches en provenance de l'anneau de Catorcha, rendant la collecte et le raffinage par le Mechanicus presque automatiques. Une fois raffinées, ces précieuses ressources sont expédiées dans tout le secteur, alimentant les forges de l'Imperium. La rudesse des conditions de vie sur Catorcha en fait un monde de recrutement privilégié par les Iron Purity. Bien qu'ils s'appuient sur d'autres mondes pour trouver des néophytes, Catorcha reste leur source la plus ancienne et un point de retour régulier pour reconstituer leurs effectifs. Les tribus, endurcies par un environnement impitoyable, donnent naissance à des recrues d'une résilience remarquable. Chaque aspirant doit survivre aux conditions extrêmes de la planète, ce qui en fait des guerriers endurcis avant même de subir les rigueurs des rites d'initiation. Face à ce destin implacable, nous n'avons qu'un choix: persévérer. Chaque épreuve que nous surmontons forge notre force, notre volonté et notre honneur. En ces heures sombres, souvenez-vous, frères, que c'est dans l'adversité que nous prouvons notre véritable valeur. L'Empereur nous guide, et nous devons être son bouclier invincible, son marteau implacable. Nous sommes les Iron Purity, et nous n'avons pas pour habitude de céder face à l'insurmontable. Le sort semblait s'acharner particulièrement sur les Iron Purity depuis des siècles, et une juste colère embrasa finalement les cœurs et les esprits des guerriers du chapitre après que leur monde de recrutement fut la proie des prédations d'une espèce xénos, honnie entre toutes par les guerriers du chapitre, les Nécrons. Ces vils ennemis, appelés abominations de fer vivant par les Iron Purity, avaient traqué sans relâche la flotte Astartes, attendant patiemment le moment où elle serait le plus vulnérable. Les Nécrons, avec leur technologie avancée et leur résilience inhumaine, représentaient une menace redoutable et impossible à sous-estimer. Leur capacité à se régénérer et à se réassembler après avoir été abattus semait le désespoir parmi les rangs des défenseurs. Ils avaient méthodiquement assailli les positions des fers purs, exploitant chaque faiblesse et chaque brèche dans les défenses du chapitre. Les connaissances du chapitre sur cet ennemi de l'humanité sont loin d'égaler celles des vénérables guerriers de chapitre de premier ordre ou de ceux de la Death Watch. En effet, les fers purs pensent à tort que les Nécrons sont en réalité des automates pilotés par une intelligence artificielle, une hérésie d'autant plus grande à leurs yeux, sans commune mesure, qui doit être éradiquée de la galaxie. Forts de cette croyance, les frères de bataille ont perfectionné l'art d'affronter ces horreurs, que ce soit dans la conception de stratégies toujours plus audacieuses ou dans la fabrication et la modification d'équipements peu orthodoxes. Lorsque le monde de Catorcha fut finalement sauvé, le nouveau seigneur de fer, Hector Adrian, successeur d'Evander Cestius, déclara la croisade Vindicta, une croisade de vengeance visant à poursuivre les Xénos jusqu'au cœur de leurs domaines impies. Les guerriers de fer allaient porter la juste colère de l'empereur aux abominations de fer vivant
et transcender le sort qui semblait se jouer d'eux depuis trop longtemps. Hector Adrian, fort de son expérience et de sa détermination, se révéla être un leader inspiré. Sa première action fut de rassembler tous les membres du chapitre pour un rituel solennel, rappelant à chacun les sacrifices de leurs frères tombés et la nécessité de leur vengeance. Le serment de la croisade Vindicta fut prononcé sous les étoiles de Katorcha, chaque frère promettant de ne connaître aucun repos tant que les Nécrons ne seraient pas annihilés. C'est au cours de cette croisade que les Astartes Primaris du chapitre révélèrent toute leur force, jouant un rôle essentiel dans la renaissance et la survie des Aeron Purity. Sous la direction avisée et déterminée d'Hector Adrian, les Primaris devinrent le pivot de la nouvelle puissance du chapitre, symbolisant une nouvelle ère de force et d'adaptabilité. Guidés par l'inflexible volonté d'acier d'Hector Adrian, les Aeron Purity mènent une guerre sans merci contre l'engeance Xénos Nécron. Le seigneur de fer Adrian, guidé par les enseignements de son prédécesseur, doit cependant faire face au traditionnalisme rigide qui guide le chapitre depuis sa création. Le changement est souvent mal perçu, et la tradition, ainsi que les rites, revêtent une importance majeure pour les guerriers de ce chapitre. Toutefois, certains frères, plus anciens et conscients du danger de la stagnation dogmatique aveugle, se sont fait un devoir d'aider leurs jeunes seigneurs de fer à tirer leur confrérie vers les hauteurs, au plus proche des parangons de l'Adeptus Astartes. Le plus ingénieux et puissant de ces guerriers est Delos Bellator, champion du chapitre, guerrier sans égal et vétéran de milliers de champs de bataille. Delos Bellator avait quitté le chapitre après la mort du seigneur de fer Aliandros, prédécesseur d'Evander Cestius, pour rejoindre les forces de la Death Watch dans l'étendue de Jéricho. De retour parmi ses frères 4 siècles plus tard, il constata amèrement l'état déplorable de la situation des fers purs. Puisant dans son expérience en tant que chasseur de Xénos et ayant appris auprès des frères des autres chapitres, Delos ne pouvait rester oisif face à la lente destruction du chapitre. Il se décida alors à choisir des aspirants parmi les néophytes, les éduquer, les former et les entraîner personnellement afin qu'à leur tour ils puissent transmettre la volonté de changement du champion invaincu. Sous la houlette du champion Bellator, les aspirants deviendraient à terme des Astartes de grande renommée, talentueux et influents. Propager une nouvelle vision ne se ferait sans doute pas de son vivant, mais le champion n'en avait cure, car sa vision de l'avenir ne le concernait pas. Seule la survie de sa fraternité animait le bras et le cœur de Delos Bellator. Chaque aspirant sous la tutelle de Delos était formé à comprendre l'importance de l'innovation tout en respectant les traditions sacrées du chapitre. Le champion insistait sur l'importance de l'adaptabilité, enseignant à ses protégés comment tirer parti des faiblesses de l'ennemi tout en préservant l'honneur et les valeurs du chapitre. Son influence se fit rapidement sentir, et bientôt, une nouvelle génération de Space Marines commença à émerger, incarnant le meilleur des anciennes traditions et des nouvelles stratégies. Delos Bellator ne se contenta pas de former des guerriers. Il forgea également des leaders, des frères capables de prendre des décisions audacieuses et éclairées. Ces nouveaux leaders étaient destinés à devenir les futurs piliers du chapitre, assurant que la vision de Delos perdurerait longtemps après sa disparition. Sa foi inébranlable en l'empereur et sa détermination sans faille devinrent des légendes parmi les Aeron Purity, inspirant les générations futures à continuer la lutte avec une ferveur renouvelée. Même lorsque l'empereur rappellera Delos Bellator à lui, les fondations qu'il aura posées garantiront que le chapitre continuera de prospérer. Ses disciples et frères, portant fièrement son héritage, perpétueront son œuvre, faisant en sorte que les Aeron Purity ne soient jamais plus à la merci du sort, mais bel et bien les maîtres de leur destin, porteurs de la juste colère de l'empereur à travers la galaxie.
Je ne suis pas de ceux pouvant se laisser détourner de leur mission par leurs émotions. Je suis un défenseur convaincu de l'humanité, investi du devoir de protéger l'Imperium contre les pires menaces que la galaxie recèle. C'est pour cette raison que je ne me précipite jamais. L'inverse serait trop simple, et seuls les faibles et les hérétiques cherchent à accomplir leurs objectifs facilement. Rien de ce qui est naturel n'est simple. Si tel était le cas, c'est que le Warp cherche à pervertir votre perception de la réalité. Les Space Marines Primaris sont de redoutables guerriers et leur création est bienvenue en ces heures sombres. Au sein de maints chapitres, ces frères d'armes ont été accueillis à bras ouverts, venant combler les rangs éclaircis de l'Adeptus Astartes. Si l'arrivée de ces renforts providentiels a été bien accueillie par certains chapitres moins éprouvés que les Iron Purity, ces derniers ont mal perçu cette nouvelle vague, la considérant comme une intrusion d'individus non soumis aux épreuves endurées par les fers purs, ni au strict protocole du chapitre, fruit d'une adaptation rigoureuse face aux horreurs du Warp. Malgré tout, certains Iron Purity tels que Hector Adrian et Seraphus Ackland ont adopté une perspective plus visionnaire, considérant leurs nouveaux frères Primaris comme un signe de renouveau et d'espoir pour le chapitre. Le temps leur donnera raison. Des 2 compagnies entièrement Primaris formées, l'une d'entre elles réussira à outrepasser la méfiance et le mépris des plus conservateurs parmi leurs frères premiers-nés. Les guerriers de la 4e compagnie comptent parmi les plus résolus de tout le chapitre, et pourtant leur courte histoire est déjà parsemée d'événements mouvementés. Cependant, elle cumule un nombre impressionnant de victoires, ainsi qu'une force mentale à toute épreuve, qui lui a permis de triompher face aux obstacles les plus insurmontables. Surnommés les successeurs, ce titre s'avère ne pas être seulement honorifique, car c'est bien la 4e compagnie qui supporte le mieux la comparaison avec le noble chapitre des Ultramarines. Sous la conduite éclairée du paladin de fer Aléric Medon, cette 4e compagnie a écrit son nom en lettres de feu sur les théâtres d'opération les plus dangereux. Aléric lui-même a été le protagoniste de nombreux exploits, que ce soit lors de la croisade Indomitus en tant qu'écu gris ou en tant que paladin de fer. Cependant, son ascension n'a pas été exempte de défis. En tant que fervent disciple des Ultramarines, il a dû jongler avec sa conception parfaitement calibrée de la discipline et de l'honneur, en contraste avec les méthodes parfois inhabituelles des Iron Purity. Malgré les mises en garde de ses pairs Primaris, Aléric s'est rapidement plongé dans l'étude et l'assimilation des enseignements de sa nouvelle fraternité. Doté d'une capacité d'adaptation exceptionnelle, Aléric incarne l'héritage de Guilliman, prompt à assimiler de nouvelles connaissances et à les mettre en pratique sur le champ de bataille. Cependant, sa force réside aussi dans sa tempérance et son engagement indéniable envers le devoir et l'honneur, valeurs qui guident chacun de ses actes. Avec le temps, il est devenu un phare de sagesse et d'inspiration pour tous ses frères Primaris. Même les premiers-nés, connus pour leur fierté et leur intransigeance, ont fini par reconnaître en lui un frère digne de leur respect. Son ascension au rang d'officier supérieur parmi les paladins de fer est la reconnaissance ultime de son dévouement et de sa compétence, un honneur mérité pour un guerrier aussi exemplaire.
Au sommet de la pyramide martiale des Iron Purity se dresse la redoutable première compagnie, véritable bastion de l'élite du chapitre, placée sous le commandement du paladin de fer Kristaros Domiel depuis les jours glorieux de la croisade des mondes de Sarbedia. Gardienne indéfectible du Seigneur de Fer, elle veille sur lui avec une dévotion inébranlable, où qu'il se trouve et quels que soient les périls qu'il affronte. En temps de guerre, elle est systématiquement présente dans les déploiements les plus périlleux, spécialisée dans les assauts lourds et frontaux. Tous les paladins de fer ayant eu l'honneur de commander la première compagnie ont été reconnus pour leur tempérament ardent, une qualité indispensable pour mener et endurer les offensives impitoyables qui caractérisent leur rôle. À cet égard, Kristaros Domiel incarne avec éclat cette tradition ancestrale. La première compagnie bénéficie de l'équipement le plus prestigieux et sacré du chapitre, étant la seule autorisée à manier les précieuses reliques de l'arsenal, dont les redoutables armures tactiques Dreadnought, communément appelées Terminator. En plus de ces trésors vénérés, elle conserve un stock exceptionnellement élevé d'anciens modèles d'armure énergétique, tels que les Mark III et Mark IV dont la rareté est quasi légendaire, n'existant qu'en nombre restreint et encore moins souvent intacts. Renommés pour leur ingéniosité et leur capacité à accroître la robustesse de leurs armures, les Iron Purity ont apporté des modifications significatives aux armures Terminator modèle Indomitus portées par la compagnie. Conçues pour résister aux tempêtes de feu les plus féroces, ces armures sont dotées d'une plaque faciale renforcée, augmentant leur défense au détriment des performances des Auspex intégrés. Équipés des armes les plus dévastatrices de l'arsenal du chapitre, les Terminators des fers purs manient parfois des marteaux énergétiques uniques, capables de briser les lignes ennemies avec une efficacité implacable. Ces versions modifiées ne sont pas de simples armes, elles incarnent la détermination inébranlable du chapitre face aux périls les plus sombres. Leur création fut le résultat d'une nécessité impérieuse, survenue après des affrontements mortels au corps à corps contre les Nécrons. Dans ces escarmouches acharnées contre les Xenos Machines, il devint rapidement évident qu'un arsenal plus puissant était essentiel pour vaincre ses adversaires. C'est ainsi que les marteaux annihilateurs virent le jour, conçus et fabriqués dans les forges sacrées du chapitre, dont la particularité réside dans le fait qu'ils sont capables de projeter des jets de plasma surchauffés à l'impact. Leur conception ingénieuse et leur capacité dévastatrice ont été spécifiquement adaptées pour répondre aux défis posés par les Nécrons, offrant aux guerriers des Iron Purity un avantage crucial dans les combats rapprochés contre leurs ennemis. Depuis lors, ils sont devenus une arme vénérée au sein du chapitre, un symbole de la résolution implacable des Iron Purity face à toute adversité. Leur utilisation est réservée aux combattants les plus aguerris et les plus dignes, car seul un porteur d'armure Terminator peut supporter le contre-coup et la chaleur intense de chaque impact. Chaque marteau est considéré comme une relique sacrée, portant avec lui le poids des batailles passées et la promesse de victoire future. Ils ne cesseront jamais de nous poursuivre. Ils ne tolèrent pas l'échec. Et notre fuite en est un pour ces monstres. Qu'importe le lieu où nous nous rendons, ils ne connaissent ni la peur de la mort, ni le sens du mot honneur. Il nous appartient aujourd'hui de mettre un terme à ce que nos frères d'hier ont commencé, une bonne fois pour toutes. Soit ils nous détruisent, soit nous les exterminons comme il se doit. Soyez assurés que je ferai en sorte que seule la deuxième option prévale. Les ennemis de l'Imperium sont innombrables, ainsi en est-il de même pour les Iron Purity. Orques, Aeldari, Drukhari, Rudd, Asservisseurs, Tyrannides. Les guerriers du chapitre les ont tous affrontés par le passé,
mais un ennemi du genre humain en particulier s'est arrogé le privilège de la haine séculaire du chapitre. Les Nécrons, redoutables créatures faites de métal vivant, froides, implacables, et incarnation même de tout ce qui est contre nature, ces xénos de métal ont eu un impact conséquent sur la psyché et les doctrines de combat des fers purs. Si ces derniers sont connus pour leur résilience, cette réputation s'est cependant acquise par le sang versé au combat. C'est en l'an 112 M37, alors que la flotte des Iron Purity voguait vers des systèmes appelant désespérément à l'aide, que les guerriers du chapitre furent confrontés à un phénomène inédit et non répertorié. Cet événement sera plus tard identifié comme le réveil d'une dynastie Nécron sur son monde couronne. Convaincu d'avoir affaire à une espèce xénos mineure dont l'éradication ne demanderait pas plus de quelques jours standards, le chapitre déploya 2 compagnies à la surface de la planète. Il ne fallut pas longtemps aux Astartes pour se rendre compte de leur terrible erreur d'appréciation de la situation. Des milliers de guerriers Nécrons s'excavèrent des sables et encerclèrent de toutes parts les fers purs. Le combat pour la survie qui débuta vit tomber plus de frères en quelques heures qu'il n'y en eut lors du siècle passé. L'obstination du seigneur de fer de l'époque, Septérion le Sombre, l'amena à ne pas considérer les Xénos comme la menace qu'ils étaient véritablement. Il refusa de plier le genou face à l'engeance Xénos, en voyant toujours plus de guerriers mourir face aux légions innombrables de Nécrons. Finalement, Septérion fut ramené à la réalité par ses officiers et ordonna le repli en orbite, sacrifiant plusieurs transports et frères de bataille supplémentaires dans le processus. Mais il était déjà trop tard. La quasi-totalité des frères des 2 compagnies déployées avait été exterminée impitoyablement, et la flotte chapitrale quitta le système, non sans avoir procédé à de féroces bombardements de la surface de ce monde maudit. Lorsque fut enfin venu le temps de compter les morts, le constat fut sans appel. Ce jour-là, les halls de fer du Redemption Stars comptèrent de nombreux nouveaux noms inscrits sur ces murs. Depuis ce jour, les fers purs gardent un souvenir amer de cet événement et un culte de la haine fut entretenu à l'égard de ce qui serait désormais appelé les abominations de fer vivant. Les tacticiens du chapitre, les vétérans et les survivants de cette rencontre étudièrent pendant des années les Xénos, mais ne trouvaient aucun précédent dans leurs archives ou celles que l'Adeptus Terra avait accepté de faire parvenir. Il fallut plusieurs siècles au chapitre pour en apprendre davantage sur cette menace, et durant ce laps de temps conséquent, ils étaient partis du postulat qu'il s'agissait d'automates décérébrés et régénérants, uniquement motivés par la haine de tout ce qui est organique. Encore aujourd'hui, la simple mention des Nécrons au sein des fers purs déclenche une vive réaction de colère. Certains apothicaires ont théorisé que la première rencontre du chapitre avec les Xénos et les circonstances désastreuses de celle-ci ont créé un puissant sentiment de haine qui se transmettait d'un frère à un autre, comme une maladie se transmettrait elle-même. Septérion le Sombre tomba dans l'oubli, perdant la vie quelques années après cet événement, mais n'emportant pas avec lui les conséquences de ses choix, ni la haine de ses frères pour les Xénos. Cette haine se serait transmise via les glandes progénoïdes des survivants et témoins de l'époque aux frères du 41e millénaire, faisant de cette haine une hérédité biologique et non plus une dérive psychologique, car même le plus puissant des psychoconditionnements ne parvenait pas à en effacer les traces. C'est donc avec la haine des xénonécrons inscrits dans leur gène que les Iron Purity développèrent des tactiques et des armes pour ne plus jamais être victimes des abominations de fer vivant et être en mesure de protéger l'Imperium de ces dangereuses déprédations. L'histoire du chapitre est ponctuée d'événements ayant menacé sa cohésion, sa survie et son identité. À peine eurent-ils été fondés que les fers purs durent assumer un lourd fardeau pour mériter d'exister et protéger les domaines de l'immortel empereur.
l'aube de leur histoire, à peine quelques siècles après leur fondation, les Iron Purity connurent un terrible cataclysme qui faillit les emporter dans les limbes de l'histoire impériale. Cet événement, connu seulement comme le Malheur, et dont les détails sont depuis longtemps oubliés des guerriers du chapitre, vit la destruction de la totalité des archives du chapitre, ainsi que la mort tragique de tous les vétérans et officiers qui menaient les fers purs à cette époque. C'est une histoire difficile à vous conter tant les zones d'ombre et le temps passé ont altéré ou effacé l'histoire. Les fers purs vagabondaient déjà entre les étoiles, cherchant à intervenir partout où ils le pouvaient, en une force cohérente et forte de plusieurs centaines de frères parés au combat. Non loin du secteur d'Ultramar, le chapitre se serait engagé à répondre à un appel de détresse astropathique désespéré dont les codes et l'origine ne laissaient que peu de place au doute quant à l'émetteur. Les Ultramarines, les fils de Roboute et Guilliman et plus légendaires des chapitres de l'Adeptus Astartes, en appelaient à leurs alliés de venir leur prêter main forte contre une menace de nature inconnue. L'hésitation fut inexistante pour les Iron Purity qui intervinrent immédiatement après réception et confirmation de l'authenticité du message. Nul ne sait ce qui se passa ensuite. Mais la menace fut telle que les fils de Guilliman ayant appelé à l'aide furent vaincus, comme la quasi-totalité des guerriers des fers purs. Ne restaient plus alors que les néophytes, quelques guerriers à peine âgés d'un siècle, ainsi que certains apothicaires, techmarines et chapelains restés en arrière pour protéger la flotte. Difficile de dire qui a pris la tête du chapitre en tant que seigneur de fer à ce moment, mais il devait s'agir du plus âgé des guerriers survivants, alors même qu'il n'avait probablement ni l'expérience ou la sagesse nécessaires pour une telle charge. Les survivants quittèrent la zone, mais même s'ils avaient perdu certains de leurs plus gros bâtiments de guerre, ce n'est qu'après ces événements que les premières mentions de la barge de bataille Redemption Stars apparaissent. Les Iron Purity entrèrent alors dans une longue période d'inactivité militaire, se consacrant à la reconstruction et la réparation des lourds dommages subis. Il est probable que, durant cette époque, le chapitre se soit replié dans un système non cartographié menant des raids de recrutement dans des systèmes voisins. La durée exacte de cette sédentarisation forcée demeure incertaine, mais il est fort probable qu'elle ait duré des siècles, tant les dégâts étaient importants et la tâche de tout reconstruire depuis zéro colossale. Les rares survivants de cette époque, détenant quelques détails du massacre, gardèrent le silence et ne transmirent pas ce savoir à leurs nouveaux frères. Pourtant, ce traumatisme inimaginable transforma profondément la psyché des guerriers chargés de faire perdurer le chapitre. La volonté d'adaptation et les déviations ultérieures par rapport au Codex Astartes trouvent leur origine dans cet événement. Il se murmure parfois que le chapitre initial et celui d'aujourd'hui sont aussi différents l'un de l'autre qu'un fondateur et son successeur. Le Redemption Stars devint le nouveau foyer des Iron Purity, mais aussi un rappel constant. Rien n'est acquis et l'annihilation guette derrière chaque décision aussi prudente soit-elle. Par la suite, le chapitre fit face à des situations similaires, le menaçant d'un désastre comparable au Malheur. Cependant, la nouvelle prudence des Iron Purity et leur détermination inflexible à ne plus jamais subir de tels revers leur permirent de surmonter ces obstacles, non sans perte, grâce à l'expérience acquise et à l'adaptabilité de leur formation de combat, souvent en divergence avec les préconisations du Codex Astartes. Des trois formations de ligne de l'Adeptus Astartes, les Marines d'assaut occupent une place à part au sein du chapitre des Iron Purity. Un frère de bataille se forme tout au long de sa vie au sein des différentes compagnies du chapitre en tant que scout, marine tactique, dévastator et marine d'assaut. Lorsqu'un frère a expérimenté chaque rôle au sein de sa vie, il est de son devoir de se fixer sur une voie, où celle-ci lui sera imposée.
Les frères les plus zélés sont systématiquement dirigés vers les unités d'assaut afin de canaliser leur agressivité. C'est au sein de cette formation de contact que la violence des frères est le mieux employée. Peu de frères sont plus respectés que ceux qui composent les escouades d'assaut du chapitre. Véritable incarnation de la fureur et de la violence dont est capable un Iron Purity, faire partie de ces escouades est perçu malgré tout comme un honneur pour les fers purs. Ils sont les plus habiles, les plus rapides, mais aussi les plus disciplinés car faire partie des escouades d'assaut requiert un assujettissement absolu aux ordres. Il est pourtant fréquent que ces guerriers respectés restent plus longtemps qu'ils ne le devraient au contact de l'ennemi, retardant l'exécution de l'ordre de repli de leur sergent. Que cela soit dû à leur caractère, le besoin d'exorciser la violence qui bouillonne en eux, ou la volonté de protéger leurs frères de bataille, ils possèdent le taux de perte le plus élevé. Ils sont par conséquent utilisés avec parcimonie, et seulement pour des engagements où leur présence sur le champ de bataille sera déterminante sur un point précis dans le déroulement du conflit global. Ils sont une arme puissante, difficile à maîtriser, mais entre de bonnes mains, ils peuvent devenir un scalpel à la précision inégalée. Les armures de ces frères de bataille sont les plus endommagées, affichant quantité d'éraflures, de bosses et d'impacts de plus ou moins gros calibre. Les frères d'assaut portent ces marques avec fierté et ne permettent pas aux Techmarines d'y toucher tant que ces cicatrices ne compromettent pas les capacités du harnois à protéger son porteur. Au cœur des affrontements les plus brutaux, ceux qui par définition ne requièrent que peu de subtilité, les Marines d'assaut fondent des cieux comme des oiseaux de proie et s'abattent lourdement sur leurs ennemis. Les épées tronçonneuses au clair, ils fauchent sans distinction ni pitié les rangs des hérétiques, des traîtres et des xénos. Et alors qu'ils plongent toujours plus loin dans les rangs désordonnés de l'ennemi, ils pourraient bien se retrouver encerclés, en faible nombre, et dépassés par la multitude. C'est en cet instant particulier que les frères d'assaut deviennent véritablement incontrôlables et font démonstration de toute leur fureur. Les escouades d'assaut Iron Purity ne sont pas l'anomalie la plus prononcée du chapitre. Peu après que la galaxie fut coupée en deux et que Cadia fut fracturée et éparpillée par la perfidie d'Abaddon le Fléau, le chapitre dut faire face à une complication inattendue. Réduit depuis longtemps à un peu plus de 2 compagnies, le chapitre avait pendant des décennies recruté, formé, entraîné et élevé des dizaines d'enfants au statut de guerrier de l'Adeptus Astartes. Cela lui avait permis de refonder sa 3e compagnie. Mais alors qu'il naviguait entre les étoiles, les fers purs tombèrent sur un monde nécropole en plein éveil. Souhaitant collecter autant d'informations que possible, les dernières escouades scouts du chapitre, au nombre de 2, furent envoyées à la surface de la planète de roches stériles et de sable ferrugineux. Malheureusement, l'éveil des Xénos fut plus avancé que prévu et les escouades scouts ne purent être rapatriées en orbite, la flotte du chapitre devant se replier face au vaisseau moissonneur Nécron. Ce n'est que par la maîtrise et l'instinct du vétéran instructeur de l'époque, Seraphus Ackland, que les néophytes purent survivre. C'est sous l'impulsion du plus jeune paladin de fer du chapitre de l'époque, Hector Adrian, que les escouades scouts et leurs instructeurs furent récupérés, mais cet incident fit réaliser à certains frères que les néophytes étaient une ressource beaucoup trop précieuse. Ils étaient le dernier rempart du chapitre contre l'anéantissement total de ses effectifs. Evander Cestus autorisa alors Seraphus Ackland à fonder une compagnie dont il prendrait la tête. Ainsi fut créé Sombrefer, les guerriers tapis dans l'ombre du chapitre, frappant l'ennemi avant que celui-ci n'ait pu envisager l'idée de s'en prendre aux fers purs. Seraphus Ackland fut nommé secrètement paladin de Sombrefer et s'acquittera de sa tâche avec la rigueur et la discipline héritée des fils de Corax, dont il avait reçu l'enseignement lors d'une campagne conjointe avec les Sons of Shadows.
Sombrefer fut mal perçu par la plupart de ceux ayant eu le privilège de connaître son existence. Beaucoup de ceux-là exprimèrent de vives inquiétudes sur le principe de créer ainsi une fraternité guerrière à part, que cela ne pouvait qu'encourager la sédition et la défiance. Ce à quoi Evander Cestus répliqua que ce n'était qu'une nouvelle adaptation du chapitre face aux problématiques rencontrées, tout comme les furent les tueurs du rempart rouge durant l'âge de l'apostasie. Le Seigneur de Fer demanda, sur un ton ironique, aux frères inquiets, s'ils oseraient se plaindre de l'existence du rempart rouge. Il ne reçut pour toute réponse que le silence et la contrition. La 7e compagnie, Sombrefer, est à l'écart du reste du chapitre. Elle sélectionne et forme ses propres néophytes et possède son propre armorium, et ses ressources sont d'autant plus limitées que le reste du chapitre. La mentalité des guerriers de Sombrefer est à l'image de leurs armures, froides comme le fer, dénuées de signes distinctifs, dans l'ombre permanente. Elle est à la fois l'exception la plus notable au Codex Astartes chez les Iron Purity et en totale contradiction avec les doctrines de combat du chapitre qui favorisent les assauts lourds et les prises de position frontale face à l'ennemi. Durant leur périple tumultueux à travers les étoiles, le chapitre des Iron Purity a rencontré autant d'ennemis que d'alliés. Bien que le sort semble placer sur leur route les pires obstacles, il les guide également vers des alliés capables de les soutenir dans leurs épreuves. Qu'il s'agisse d'autres chapitres de l'Adeptus Astartes, de représentants de l'Adeptus Mechanicus, de régiments de l'Astra Militarum, voire d'alliés de circonstances plus inattendues, les Iron Purity ne seraient pas ce qu'ils sont sans l'intervention de ces précieux compagnons d'armes. Les Kingsfangs, Bloody Hands, Otsveri, Hyperion Blades et Sons of Shadows sont autant de noms désignant des confréries de guerriers ayant contribué à maintenir le chapitre sur la voie des justes, ou plus simplement, à lui éviter une annihilation prématurée. Certains de ces noms, comme les Kingfangs, figurent parmi les plus honorés et respectés du chapitre, loués à chaque occasion sur les stèles des héros. D'autres ne sont que des annotations en bas de page des dettes de sang à rembourser dès que possible. La galaxie est vaste, mais il arrive parfois que les Iron Purity recroisent la route des guerriers qui leur ont prêté leur force par le passé. Ces retrouvailles sont toujours synonymes de joie, de partage, d'épreuves de force et d'intellect, mais aussi de communion spirituelle. Elles sont l'occasion de renouveler les serments de jadis, d'honorer les dettes et d'en contracter de nouvelles. Ce n'est qu'au contact d'autres forces impériales que les Iron Purity parviennent à exploiter toute leur puissance. Lorsqu'ils sont certains de pouvoir compter sur la force de leurs alliés, sans honte ni regret, ils s'appuient sur ceux capables de les soutenir et font étalage de tout leur talent martial et de leurs stratégies les plus audacieuses. Leur loyauté est également mise en avant, car il ne sera jamais dit qu'un fer pur a laissé un allié sans protection ni assistance. Ils répondent à chaque appel à l'aide avec une détermination farouche, considérant chaque vie comme sacrée et chaque alliance comme un serment inviolable. Leur honneur ne sera jamais terni par la honte d'avoir gaspillé les vies de ceux qui leur ont accordé leur confiance. Les Iron Purity se sont liés avec les plus honorables factions de l'Imperium et chaque alliance est un témoignage de leur résilience et de leur détermination. Avec les Kingsfangs, ils ont mené des assauts éclairs contre des forces chaotiques, leur tactique de frappe rapide se complétant à merveille. Les Bloody Hands, réputés pour leur brutalité et leur courage, ont combattu côte à côte avec les Iron Purity dans des sièges impossibles, transformant des défaites certaines en victoires improbables. Les Otsveri, régiment de maîtres de la guerre psychologique, ont partagé leurs connaissances et leurs expériences,
aidant les Iron Purity à anticiper et contrer les stratégies Xenos. Les Hyperion Blades, experts en combat rapproché, ont enseigné aux Iron Purity des techniques de combat rapproché et de phalange qui ont sauvé d'innombrables vies. Quant aux mystérieux Sons of Shadow, leurs talents en infiltration et en sabotage ont été cruciaux pour désorganiser les forces ennemies avant les assauts majeurs. À chaque rencontre, les Iron Purity montrent leur gratitude de manière tangible, offrant leur aide sans réserve et partageant les fruits de leur expérience martiale. Ainsi, à travers l'ombre et la lumière de la galaxie, les Iron Purity et leurs alliés forment un réseau de loyauté et de fraternité prêts à affronter ensemble les défis les plus redoutables. Les Iron Purity possèdent une tradition particulière lors de ces rencontres. Des cérémonies de fraternisation où les frères d'armes partagent leurs récits de bataille et échangent des trophées en signe de respect mutuel. De plus, ces moments de camaraderie permettent aux Iron Purity de s'imprégner des tactiques et des connaissances de leurs alliés, enrichissant ainsi leur propre répertoire stratégique. Ces cérémonies renforcent les liens entre les différentes forces impériales et cimentent des alliances qui peuvent s'avérer cruciales lors des futurs conflits. Les alliances forgées dans le feu du combat sont celles qui durent le plus. Les Iron Purity savent que chaque relation, chaque dette d'honneur les rend plus forts et plus résilients face aux horreurs de la galaxie. L'existence d'un frère de bataille des Iron Purity est cadencée par le devoir, la discipline physique et mentale, mais surtout par le protocole. Un chapitre avec autant de millénaires d'existence ne peut prétendre avoir survécu aussi longtemps sans avoir su adapter ses doctrines au fil de sombres périodes traversées, que ce soit par l'Imperium ou le chapitre lui-même. Chaque interaction est codifiée, chaque problème interne résolu immédiatement et sans ménagement. Une vie peut être prise si celle-ci est offerte délibérément en réparation d'une erreur concrète ou supposée. Le devoir envers l'empereur de l'humanité et le chapitre est au cœur de chaque acte, de chaque pensée, focalisé pour faire de chaque guerrier un rempart contre toutes les horreurs que la galaxie recèle. Le protocole, tel qu'il est connu, est un ensemble très complet et complexe de règles, pouvant sembler parfois désuètes, mais qui trouvent toute leur origine dans des périodes de grands troubles ayant mené le chapitre au bord de l'anéantissement. Par exemple, la dualité des chapelains au sein d'une même compagnie. Bien que le Codex Astartes préconise l'affectation d'un chapelain par compagnie, les Iron Purity en affectent 2, car pour eux, nul n'est incorruptible, nul n'est hors d'atteinte des griffes de la trahison, même les plus vaillants d'entre eux. Ainsi, si l'un des chapelains venait à faiblir, le second serait présent pour lui offrir la paix de l'empereur. Cette pratique résulte de la trahison de nombreux chapitres rencontrés par les Fers Purs au cours de leur voyage à travers l'Ultima Segmentum. Les Iron Purity ont souvent été confrontés à la trahison de ceux qu'ils considéraient comme justes. Cette expérience les a rendus conscients qu'ils n'étaient pas plus intouchables que ceux qu'ils devaient exécuter pour leur perfidie envers l'empereur et son impérium. Les récits des anciens, consignés dans les chroniques de fer, regorgent d'exemples de chapitres loyalistes rencontrés ayant succombé aux séductions des dieux sombres. Chaque nom, chaque acte de trahison est gravé dans la mémoire collective du chapitre, servant d'avertissement et de rappel constant du danger omniprésent de la corruption. Pour renforcer leur résilience face à celle-ci, les Iron Purity ont institué des rituels de purification rigoureux, incluant des épreuves de foi où chaque frère doit prouver sa résolution par des actes de pénitence et de sacrifice. Les serments de loyauté sont régulièrement renouvelés, non seulement entre les frères, mais aussi envers l'empereur et le chapitre. Les cérémonies de réaffirmation de la foi sont des moments solennels
où chaque marine, du simple scout au vétéran le plus aguerri, réitère son engagement à servir sans faille. Les armures des Iron Purity, ornées de symboles austères et de victoires passées, portent également des marques distinctives rappelant les épreuves traversées. Chaque éraflure, chaque réparation raconte une histoire de bataille et de sacrifice. Les Tech Marines, en plus de leurs tâches de maintenance, jouent un rôle clé en tant que gardiens des traditions et du savoir du chapitre, veillant à ce que chaque réparation soit effectuée dans le respect des rites sacrés. Enfin, la survie des Iron Purity repose sur une combinaison de vigilance constante, de discipline stricte et d'une capacité accrue à s'adapter aux menaces changeantes de la galaxie. Le protocole, loin d'être une simple collection de règles, est le pilier sur lequel repose la résilience du chapitre à rester fidèle à l'empereur quoi qu'il advienne. La vie d'un guerrier du chapitre est rythmée par la violence des combats, mais aussi par la minutie et la responsabilité d'assurer la survie de sa fraternité. Lorsqu'il n'est pas au combat, un frère de bataille consacre une grande partie de son temps à méditer afin d'apprivoiser son esprit et la chimie de son corps génoforgé. Cette pratique vise à s'affranchir du besoin de recourir à la chimiothérapie qui régule et assure le bon fonctionnement des organes propres à la physiologie Astartes. En s'astreignant à cette discipline, les guerriers du chapitre acquièrent le contrôle par la compréhension de la même manière qu'ils le feraient dans les cages d'entraînement. Cependant, il ne s'agit pas ici d'acquérir une mémoire musculaire en répétant un millier de fois les mêmes mouvements. Il s'agit d'apprendre à écouter son corps, d'utiliser sa volonté pour dominer son être. Chaque frère de bataille des fers purs doit également étudier avec rigueur les vils stratagèmes des abominables ennemis de l'humanité. Au cours de longues séances tactiques encadrées par les chapelains de compagnie, les frères de bataille théorisent, testent et mettent en pratique de nouvelles approches pour chaque ennemi rencontré. Les tactiques et stratégies qui remportent le plus d'adhésion et qui se révèlent les plus efficaces au cours de ces sessions sont alors enregistrées et codifiées afin d'être enseignées aux générations futures de guerriers. Lorsque les frères de bataille ne sont pas occupés à méditer, s'entraîner ou étudier, ils patrouillent le vaisseau qui leur est assigné, veillant à toute imperfection structurelle, cogitateur défaillant ou autre avarie rencontrée. Ils font alors remonter l'information dans les plus brefs délais aux Tech Marines. Chaque vaisseau de la flotte du chapitre est le foyer des fers purs. Ils sont donc entretenus consciencieusement et surveillés avec une grande attention, car ils représentent le dernier rempart dont disposent les Iron Purity contre l'annihilation. Les vaisseaux eux-mêmes sont des sanctuaires, ornés de bannières et de symboles narrant chacun une histoire. Les coursives de ces navires portent les marques de batailles passées et sont imprégnées des histoires de bravoure et de sacrifice. Chaque frère connaît les recoins de son vaisseau aussi bien que les lignes de sa propre main, et chaque patrouille a non seulement une tâche de maintenance, mais aussi un rituel de respect pour le foyer qui les protège. En plus de ces tâches, les frères de bataille participent régulièrement à des cérémonies de communion spirituelle, où ils renforcent leurs liens fraternels et réaffirment leur dévotion à l'empereur et au chapitre. Ces moments de recueillement sont essentiels pour maintenir la cohésion et l'esprit de corps des Iron Purity, leur rappelant constamment pourquoi ils se battent et pour qui ils se sacrifient. La vie d'un frère de bataille des fers purs est une combinaison de discipline martiale, de méditation, de vigilance constante et de dévotion. Chaque acte, chaque pensée est orientée vers la préservation du chapitre et la défense de l'Imperium, car ils savent que dans les ombres de la galaxie, ils sont l'un des derniers remparts contre le chaos et la destruction.
Les flottes de guerre de l'Adeptus Astartes sont une force redoutable, conçue pour protéger les intérêts de l'Imperium et étendre son influence à travers les étoiles. Composées de gigantesques vaisseaux de combat et de croiseurs lourdement armés, elles incarnent à la fois la puissance et la volonté inébranlable des Space Marines. Chaque navire est un symbole de l'engagement sacré des anges de la mort envers l'empereur et la défense de l'humanité, que ce soit contre les forces du chaos, les Xénos ou toute autre menace qui ose défier l'ordre impérial. Les guerriers qui composent ces flottes sont triés sur le volet parmi les rangs de leur chapitre. Leur bravoure, leur connaissance tactique et leur dévotion inflexible envers l'empereur font d'eux l'élite de l'élite. Sous leur commandement, ces armadas naviguent à travers les ténèbres de l'espace, prêtes à affronter tout danger qui se dresse sur leur chemin. Leur présence dans les systèmes stellaires de l'Imperium est un rappel constant de la force et de la détermination de l'humanité. La puissante flotte de guerre des Iron Purity comprend autant de modèles de vaisseaux standardisés de l'Adeptus Astartes que de nomenclatures obsolètes ou oubliées depuis des éons. Si l'imposante barge de bataille Redemption Star est la figure de proue de l'armada des fers purs, elle entretient autant de mystères que les autres curiosités qui composent la flotte. Parmi elles, la présence des jumeaux Nires est sans doute l'anomalie la plus intrigante, 2 destroyers de classe Cobra en tout point similaires. Du plus petit écrou au réacteur à plasma, chaque vaisseau est le reflet exact de l'autre. Mandracus Nires et Redracus Nires sont rarement éloignés l'un de l'autre lors des engagements, car lorsqu'ils s'engagent dans le feu de la bataille, les esprits de la machine identique des jumeaux changent d'attitude. Mandracus devient plus agressif, poussant son équipage à adopter des manœuvres audacieuses et risquées, traçant des trajectoires calculées pour frapper au cœur des formations ennemies. Quant à Redracus, il gagne en vivacité au contact de son jumeau. La vitesse d'exécution de ses protocoles de combat atteint des sommets, optimisant l'alimentation des réacteurs à plasma pour devancer l'ennemi et suivre son frère au cœur des affrontements. Parmi les autres curiosités de la flotte des Iron Purity se trouve un croiseur lunar nommé Selenitus Sœur. Si ce vaisseau ne semble doté d'aucune caractéristique sortant de l'ordinaire, il incarne l'opportunisme des Iron Purity. Traditionnellement, ce type de navire est réservé à la marine impériale et non à l'Adeptus Astartes. La présence du Selenitus Sœur dans la flotte des Iron Purity témoigne de leur capacité à s'adapter et à surmonter les défis imposés par des siècles de guerres incessantes. Il est fort probable que, suite à de lourdes pertes subies au cours des millénaires de conflits dans le Segmentum Ultima, les Iron Purity aient perdu un grand nombre de leurs vaisseaux d'origine. Face à cette situation critique, ils n'eurent d'autre choix que de se lancer dans la récupération d'épaves ou de se réapproprier des vaisseaux renégats pour maintenir leur flotte opérationnelle. Chaque navire récupéré est alors minutieusement réparé, modifié et sanctifié pour servir la cause du chapitre et de l'Imperium. Le Selenitus Sœur en particulier a une histoire intrigante. Selon les archives du chapitre, ce croiseur fut autrefois un navire de la marine impériale perdu lors d'une bataille majeure contre les forces du chaos. Abandonné et dérivant dans l'espace, il fut découvert par les Iron Purity lors d'une mission de reconnaissance en bordure des systèmes frontières de la galaxie. Les tech marines du chapitre, avec l'aide de l'Adeptus Mechanicus, entreprirent de le restaurer. Le processus fut long et ardu, mais les efforts déployés furent récompensés lorsque le Selenitus Sœur rejoignit officiellement la flotte des Iron Purity. Malgré son origine non conventionnelle, le Selenitus Sœur s'est révélé être un atout précieux. Doté d'une puissance de feu considérable et d'une résilience éprouvée, il a participé à de nombreuses batailles aux côtés des vaisseaux plus traditionnels du chapitre.
Parmi tous les vaisseaux de la flotte des Iron Purity, la barge de bataille Redemption Stars se démarque aisément par sa taille imposante et sa conception ancienne. Les crénelages et les spires qui parsèment sa coque millénaire se dressent fièrement vers le firmament infini de l'espace, témoignant de sa longue et glorieuse histoire. Ces batteries de macro-canons menaçantes et puissantes trahissent la force et la puissance de ce vénérable bâtiment de guerre. En longeant sa coque tout en remontant vers son épine dorsale, la première curiosité du Redemption Stars se dévoile. Une nef longue de plusieurs kilomètres coiffe le sommet du vaisseau. Cette majestueuse cathédrale abrite les halls de fer, un lieu sacré de recueillement, de mémoire des gloires passées, mais surtout des frères tombés au combat. La nef est si vaste et haute qu'il est impossible de se tenir à une extrémité et d'en voir l'autre. De part et d'autre des voies processionnelles, de gigantesques contreforts et soubassements soutiennent l'architecture gargantuesque du lieu, offrant un étrange sentiment d'éternité. Plongés dans la pénombre, les halls de fer sont éclairés sporadiquement par des cierges et des lumiglobes défaillants. Les ombres des larges piliers recouvrent les guerriers venus chercher la quiétude et la sagesse de leurs prédécesseurs, cherchant un instant de paix et de communion avec les morts. Il n'est pas rare d'y croiser parfois un chapelain, déambulant silencieusement entre les milliers de stèles qui parsèment les lieux, semblant être un gardien des souvenirs et des traditions du chapitre, tel un spectre des anciennes légendes de Terra. Chaque stèle est ornée de symboles et d'inscriptions rappelant les hauts faits et les sacrifices des frères tombés au combat. Les noms de ces héros sont gravés dans la pierre, leur mémoire étant ainsi préservée pour l'éternité. Les halls de fer sont non seulement un lieu de mémoire mais aussi un sanctuaire où les frères de bataille viennent puiser la force et le courage nécessaires pour affronter les défis à venir. C'est un endroit où l'on se recueille, où l'on se souvient, où l'on puise l'inspiration pour continuer le combat contre les forces du chaos et de l'hérésie, dans l'espoir de préserver l'Imperium et l'honneur du chapitre des Iron Purity. Si le pont de commandement et stratégium du Stars ne diffèrent que très peu des standards impériaux, la porte qui en garde l'accès en revanche fait figure d'intruse dans l'environnement dépouillé de décorum du vaisseau. Plus aucun membre du chapitre ne serait en mesure de dire précisément quand et pourquoi cette porte monumentale fut créée. Ni même si elle fut toujours la gardienne du stratégium du vaisseau ou si elle fut autrefois un élément à part entière d'une quelconque forteresse impériale. Cette œuvre d'art emblématique est incontournable pour tous les frères du chapitre. Chaque fois qu'un fer pur passe devant, il ne peut que rester coi d'admiration devant la quantité et la qualité des détails à sa surface. Les deux battants exposent un ensemble de gravures complexes dont l'ensemble résume tout ce qui faisait la gloire des Iron Purity via des scènes de bataille stylisées en relief. Au centre, séparé par la délimitation de chaque battant, se situe le symbole du chapitre. Au-dessus de l'iconographie chapitrale, la Sagitta Ferum, partie intégrante de ce symbole, pointe vers les cieux. Plusieurs guerriers du chapitre théorisent qu'il s'agissait de l'ancienne représentation terrane de l'élément alchimique du fer. Plusieurs sphères, elles aussi en relief, encadrent la Sagitta Ferum, probablement d'anciens mondes que le chapitre avait libérés ou possédés au cours de sa longue existence. Le monde le plus au zénith de ce tableau est ceint d'une couronne de laurier d'argent et frappé de l'Ultima en son centre. À l'époque où il était encore paladin de fer, Hector Adrian aimait à penser que ces représentations expliquaient les origines du chapitre, son histoire et la signification de son iconographie. De toutes les spécificités du Redemption Stars, la plus redoutable est celle qui se cache sous sa panse. Le monstre d'adamantium dissimule ses griffes les plus dangereuses dans une vaste cache ventrale presque aussi longue que le vaisseau lui-même. Au combat, il arrive parfois qu'une flotte de l'Adeptus Astartes manque de puissance de feu pour faire face à l'ennemi.
Le hangar ventral s'ouvre alors et déploie l'affût d'un canon aux proportions absurdes. Une arme capable de donner naissance, lors d'un bref instant, à une étoile miniature. Un canon Nova. Une arme aussi terrifiante que sa conception est simpliste. Pour accueillir une telle arme, la barge de bataille a été lourdement modifiée au cours des millénaires, augmentant substantiellement sa masse et sa taille. Le tir d'un canon Nova n'est pas sans conséquence pour le vaisseau, nécessitant alors l'utilisation de centaines d'inhibiteurs inertiels installés en série pour encaisser le recul de chaque tir et éviter que la structure du vaisseau ne se brise. Malgré ces précautions, chaque tir dévie invariablement la trajectoire de la barge de bataille, témoignant de la puissance démesurée de cette arme. Et dans les ténèbres de l'espace, l'étoile de rédemption illumine alors le firmament, bannissant l'obscurité jusque dans les fractions les plus reculées et oubliées de l'Imperium. L'une des particularités les plus curieuses du chapitre réside dans la structure de leur flotte de guerre. Les Iron Purity ont en effet un mode de fonctionnement clanique au sein de leurs différents bâtiments. Les clans stellaires sont égaux au nombre de vaisseaux qui composent la flotte, avec à la tête de chacun d'entre eux un frère de bataille ayant le grade de capitaine de fer. Ces derniers exercent une autorité absolue sur leurs navires et sont en dehors de la chaîne de commandement officielle du chapitre. Ainsi, il n'est pas rare qu'un paladin de fer doive se plier aux exigences d'un capitaine lorsqu'il se trouve à bord de son bâtiment. Chaque vaisseau fonctionne de manière autonome et une féroce concurrence anime chacun d'entre eux envers les autres. De ce fait, chaque transfert de ressources, de matériel et de personnel est conditionné par le troc, la contraction de dettes et l'échange de services ou de faveurs. Puisque chaque capitaine de fer règne sans partage sur son bâtiment, des rivalités existent entre chaque clan stellaire, notamment en fonction des avantages que certains tirent des conflits dans lesquels le chapitre est engagé. La seule souveraineté absolue et incontestée est celle du Redemption Star, domaine du capitaine de fer Rufus Broll et résidence du seigneur de fer du chapitre. Peu importe le navire, le clan ou le capitaine à sa tête, tous reconnaissent l'autorité du seigneur de fer et la prééminence du capitaine Broll sur les autres clans. Ce mode de fonctionnement est né de l'adaptation du chapitre à une vie nomade, mais aussi par la raréfaction des ressources récupérables par les fers purs, et donc la nécessité de préserver leurs bâtiments devint une priorité pour chaque frère de bataille en ayant la responsabilité. De cette nécessité est née une lutte d'influence, se transformant petit à petit en rigorisme. Puis finalement chaque vaisseau chercha à faire entendre sa voix, et au fur et à mesure les clans stellaires apparurent et s'imposèrent comme la norme. Bien que cette organisation soit issue d'une évolution naturelle de leur existence itinérante, ses défauts ont depuis longtemps éclipsé ses avantages. Au fil du temps, les capitaines de fer, soucieux d'assurer à leurs navires les ressources et l'influence nécessaires au sein de la flotte, sont devenus toujours plus audacieux, voire intransigeants. Plutôt que d'apaiser les tensions entre clans, ils n'ont fait que les exacerber. L'exemple le plus marquant est celui du capitaine de fer Enalios, à la tête du clan stellaire du croiseur d'attaque Unfearing Fury. Peu avant la croisade des mondes de Sarbedia, il sema la discorde entre les clans en remettant en question la légitimité du Redemption Star en l'absence du Seigneur de Fer et de la plupart des paladins de fer, alors déployés sur le monde forge de Binary Sigma. Il ne fut réprimé que grâce à l'intervention du paladin de fer Aléric Médon de la 4e compagnie, soutenu par le capitaine Broll et le réclusiarque du chapitre. Cet événement, certes isolé, marqua un tournant dans le fonctionnement des clans stellaires. Sous l'impulsion du seigneur de fer Cestus puis de son successeur Hector Adrian, leur autorité et leur champ d'action furent progressivement réduits. Tous les capitaines de fer furent remplacés à l'exception de Broll et durent réintégrer les rangs.
Béni sois-tu par l'empereur. Guidé par le chapitre, tu rejoins les flammes qui l'ont vu forger. De tes cendres naîtra un nouveau fer pur, porteur de ta volonté d'acier. Le marteau de l'ennemi renforcera ton successeur sur l'enclume du chapitre, et d'acier sera sa volonté. Ainsi l'as-tu décidé, mon frère. Au cours de leur longue histoire, les Iron Purity ont été contraints de s'adapter pour survivre. Cependant, les raisons qui ont engendré la méfiance, voire la haine envers les Psykers demeurent difficiles à cerner. Si le Redemption Stars et quelques autres vaisseaux de la flotte comportent des apothicarions et des Reclusium, le Librarius brille par son absence, tout comme les frères copistes et les archivistes. La suspicion des Iron Purity envers les mutants et les Psykers fait partie des vertus propres au chapitre les plus zélés de l'Adeptus Astartes, mais elle représente également un danger lorsque les fers purs sont confrontés aux horreurs qui rôdent au-delà du voile de la réalité. C'est parce que, pendant des millénaires, ils ont été confrontés aux terribles atrocités perpétrées par ceux dotés de talents psychiques que les Iron Purity ont refusé d'entretenir un Librarius. Depuis les temps reculés de l'âge de l'apostasie, les guerriers du chapitre se sont principalement reposés sur leurs astropathes et leurs navigateurs pour toutes les questions relatives au warp et à ses dangers. Bien qu'ils ne soient pas particulièrement bien vus, ils restent indispensables et sont donc tolérés. Il arrive néanmoins que lorsque l'un de ces Psykers assermentés fait preuve d'une affinité naturelle avec les doctrines du chapitre et est perçu comme possédant une forte personnalité et une volonté d'acier, il puisse bénéficier d'un respect sincère et devenir un conseiller apprécié et privilégié. Cependant, il est déjà arrivé que des guerriers des fers purs démontrent des talents psychiques latents qui n'avaient pas été décelés lors de leur recrutement. Ces frères de bataille ont tous été amenés, sans exception, devant les chapelains du Reclusium, et ont ensuite disparu. Leurs noms ont été oubliés, leurs identités effacées des archives, et leur existence frappée du sceau de l'interdit. Ce silence sépulcral entourant leur destinée tragique sert à préserver l'intégrité et la pureté du chapitre, mais il reste un rappel sombre de la vigilance constante des Iron Purity contre toute forme de corruption, même au sein de leur propre rang. Rares sont les membres du chapitre à connaître la vérité. Mais si les Iron Purity sont devenus le fléau des traîtres et des sorciers, c'est avant tout car ils furent capables de s'adapter et d'utiliser ses frères aux talents surnaturels pour combattre ceux qui en faisaient un usage malveillant. Le Rempart Rouge, l'ancienne 9e compagnie du chapitre, fut spécialisée dans la traque et l'exécution des Hereticus Astartes aux pouvoirs occultes. Leur insensibilité surnaturelle au pouvoir du Warp n'était pas seulement due à leur extraordinaire volonté, mais trouvait une origine plus sombre. Les frères du chapitre qui révélaient des dons psychiques se voyaient isolés de leurs frères, entraînés par les astropathes et navigators à la compréhension de leurs capacités et se devaient de les perfectionner à l'image d'un bouclier psychique latent infranchissable. Ils recevaient leurs armures de facture ancienne 1000 fois bénies, l'intérieur de celle-ci ayant été recouverte de gravures et de motifs hexagrammatiques, n'ayant pour seul et unique but que de renforcer les propriétés protectrices de l'aura psychique défensive des frères et les empêcher de laisser leur âme vulnérable aux prédateurs tapis derrière le voile. Après des années d'isolement, cachés à la vue de tous, les frères deviennent des tueurs du Rempart Rouge, après avoir prêté le serment du mort, et reçoivent alors leur Eviscerator, symbole de leur macabre charge. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée au sein du chapitre,
et leur existence, à l'écart des autres frères de bataille, est nimbée de mystère et assujettie à l'oubli. Les tueurs du rempart rouge sont condamnés au silence et à la solitude, que ce soit à cause de ce qu'ils ont vu et affronté, ou de leur nature profonde de Psyker. Si ce sort peut vous paraître cruel, gardez en mémoire qu'il est né de la nécessité d'affronter l'ennemi sur son propre terrain, avec ses propres armes, et de se prémunir de ses funestes capacités surnaturelles. Les tueurs ont accepté leurs conditions et servent le chapitre et l'empereur avec abnégation. Lorsqu'ils sentent venir la fin de leur service, ils quittent la flotte du chapitre et s'en vont chercher le dernier combat qui mettra fin à leur devoir dans les étoiles. Comme les graines d'une fleur soufflée par le vent, les Iron Purity dispersent les tueurs afin que disparaissent les horreurs dont ils ont été témoins au cours de leur vie et dont la marque indélébile ne peut s'effacer qu'après la mort. Ne pleurez pas l'inexorable exigence de la mort, car elle est louée de tous les loyaux serviteurs de l'Empereur. Les Iron Purity ont bien intégré cette notion simple et impitoyable de la réalité, et l'appliquent rigoureusement sans aucune hésitation. Mais cela a néanmoins des conséquences. Le sens du devoir intransigeant des fers purs peut être délétère à un niveau plus difficile à percevoir. La morosité ambiante qui peut régner parmi les frères de bataille n'est pas à mettre uniquement au crédit de ce fait. Si la mort est une constante impitoyable, elle n'est cependant pas seule à participer à l'accablement des guerriers du chapitre. Depuis plus de 6000 ans, les Iron Purity sillonnent le Segmentum Ultima, refusant de s'installer sur un monde qu'ils pourraient appeler leur foyer. Je ne saurais vous éclairer sur l'origine précise de ce refus obstiné, mais il participe sans aucun doute possible au désespoir qui assiège sempiternellement l'esprit des guerriers du chapitre. Les fers purs naviguent sans relâche entre les étoiles afin de pouvoir répondre au plus vite aux appels à l'aide désespérés qui se perdent dans le vide. Des bouteilles à la mer éthérée qu'ils tentent désespérément de saisir afin de ralentir la marée irrésistible qui menace d'engloutir l'Imperium. Cette croisade sans fin ne leur autorise aucun répit, aucune halte, car chaque heure perdue voit un des domaines de l'Empereur sombrer aux mains des traîtres, des Xénos, des hérétiques ou d'autres menaces encore insoupçonnées. Aujourd'hui, les Iron Purity sont au bord du gouffre. Le prix de plusieurs millénaires de combats incessants, rattrapant le jeune seigneur de fer Hector Adrian. Le poids qui pèse sur ses épaules semble désormais plus lourd qu'il ne l'a jamais été sur celle de ses honorés prédécesseurs. Sera-t-il le réformateur pragmatique qui permettra à sa fraternité d'enfin prendre le temps nécessaire à sa reconstruction, ou ne sera-t-il qu'un seigneur de fer de plus, menant son chapitre vers son anéantissement programmé? Entre tradition et devoir, l'heure du choix est venue pour Hector Adrian. Celui de rester tourné vers le passé, ou celui de s'affranchir de son héritage millénaire au profit d'un avenir incertain. Les guerriers d'acier, les fers purs, les fils perdus de Guilliman, ils sont les Iron Purity, et depuis 10 000 ans, ils n'ont de cesse de prouver leur loyauté dans le silence froid et accablant du Segmentum Ultima. Pureté de fer, d'acier sera leur volonté.
L'impérium de l'humanité n'est plus qu'un titan vacillant, un colosse figé dans la décrépitude. Son âge d'or est une légende oubliée et sa chute, bien que lente, est déjà écrite. Les mondes tombent un à un, ravagés par la trahison, la décadence et la corruption. Pourtant l'impérium persiste, immense, étouffant sous le poids de ses traditions millénaires. 10 000 ans d'aveuglement, de dogmes oppressants et de ténèbres intellectuelles ont bâillonné l'humanité. Ici, nul salut, nulle rédemption, car toute chose perdue est condamnée à l'oubli. Dans l'ombre du trône d'or, il n'existe ni vérité, ni progrès, et encore moins de paix. Il n'y a que la guerre, une guerre éternelle, où le rire amer des dieux sombres résonne sur les ossements des fidèles. Ouvrez les yeux, voyez la vérité telle qu'elle est. Le secteur Germanica est déjà gangréné. Tandis que les orateurs du palais du gouverneur chantent leur litanie de triomphe, prétendant que la Holy Crusade maintient les abominations à distance, la corruption se propage déjà dans nos rues. Ce n'est pas sur le champ de bataille que l'ennemi s'insinue. Il s'en prend à ce qui nous définit, ce qui nous nourrit, ce qui nous fortifie. Il frappe à la source même de notre endurance, à l'essence de notre vigueur, la substance sacrée, la bénédiction liquide qui entretient notre foi et notre ferveur, Holy. Les techno-arcanistes ont percé le secret. La New Caf, pure et exempte des toxines sucrées, renforce le corps et l'esprit, clarifie les pensées et aiguise la volonté. Holy, c'est le dernier rempart, le phare dans la tempête, le bouclier contre la ruine. Holy est l'épreuve qui nous attend, l'examen ultime de notre foi. La Holy Crusade a combattu loin dans les confins, ignorant le mal rampant qui ronge nos fondations. Il nous revient de tenir bon, d'éradiquer l'hérésie avant qu'elle ne nous consume, car je vous le dis mes frères, la Holy Crusade bat en retraite vers nous et se prépare à tenir le dernier carré contre les séides de Nurgle sur notre sol. Dans ce laps de temps, emparez-vous de vos codes techno-arcaniques et rendez-vous au librarium de Germanica Prime. Frères, sœurs, gravez ces mots en vous. Un esprit saint dans un corps saint, c'est là le testament de l'empereur, la vérité immuable. Celui qui l'oublie est déjà perdu.